Première des choses, je voudrais remercier Smash de nous avoir acceptés pour faire notre présentation. Et j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui sont présentes pour cette présentation-là. Avant de commencer, j'aimerais porter votre attention et qu'on ait une pensée particulière pour les victimes et les proches d'Atlanta. Il y a eu une tuerie le 16 mars dernier, il y a 2 jours, et ça a été dans 3 salons de massage différents dans la ville d'Atlanta. Donc, je vous remercie d'avoir une pensée pour ces gens-là. Et je vous invite aussi à une vigile qui aura lieu dimanche prochain à 15h30. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous avez juste à aller sur le Facebook de Réseau. Tous les renseignements pour la rencontre sont là. Donc, aujourd'hui, ça va se séparer en 3 morceaux. Je vais commencer par la présentation du programme et des adaptations qui ont été faites en temps de COVID. On va passer à une partie témoignage par la suite. Si on a du temps, on va avoir quelques petites vidéos à vous présenter sur des films intéressants par rapport au travail du sexe et par la suite, une période des questions. Donc, je voudrais en premier vous présenter mon équipe. Donc, on peut commencer avec René. Bonjour tout le monde, je m'appelle René, je suis intervenant au programme Travail du sexe. Emmanuel. Salut, mon nom c'est Emmanuel, je suis également intervenant et travailleur de rue au programme Travail du sexe de Réseau. Bonjour, mon nom est Kevin, travailleur de rue au programme Travail du sexe de Réseau, pronom il. Bonjour, moi c'est Laurent, je suis intervenant au programme Travail du sexe de Réseau, puis mon pronom c'est il. Bonjour. Bonjour, moi c'est Rohan, je fais partie de l'équipe d'intervention au programme Travail du sexe et j'utilise le pronom IL. Merci beaucoup. Aussi, je voudrais mentionner que si je dis TDS, ça veut dire travailleur-travailleuse du sexe. Le programme, durant le temps, là, a adapté ses outils de travail et sa façon de présenter nos services pour qu'ils reflètent vraiment la nouvelle réalité des personnes trans. Donc, je vais utiliser travailleur-travailleuse du sexe tout au long de ma présentation et des fois, ça peut m'arriver, je l'oublie, mais les personnes trans sont intégrées dans notre programme depuis fort longtemps et même avant l'adaptation de nos outils de travail. Mais on a vu que depuis qu'on a adapté nos outils, les personnes trans viennent de plus en plus vers nous. L'historique du programme, ça a commencé en 1998 avec du travail de rue, spécifiquement dans le village. Il y a eu un sondage qui a été passé auprès des travailleurs de rue pour savoir leurs besoins et le principal besoin qui est ressorti, c'était d'avoir un endroit où pouvoir se réunir puis pouvoir parler entre eux de leur vécu. Donc, à partir de 2000, il y a un premier local qui a été formé, un tout petit local, dans lequel on faisait la vaisselle dans un lavabo de salle de bain. Mais par la suite, on est allé dans un plus grand local. C'est des locaux qui sont toujours confidentiels. C'est seulement les travailleurs et travailleuses du sexe qui sont au courant de l'endroit. Donc, notre plus grand local nous a permis, exemple, d'avoir une infirmerie, d'offrir aussi des paniers d'épicerie de moisson pour apporter. Spécifiquement, au niveau des services qu'on offre, c'est le travail de rue, c'est le centre de soir. On offre aussi des dépistages au niveau du local. Une salle qui s'appelle Pierrette Théon, qui est une ancienne infirmière du CIUS, qui a toujours été avec nous depuis le début du programme et qui a toujours suivi les travailleurs du sexe et qui est décédée. Donc, on a nommé notre infirmerie Pierrette Théon.
On fait aussi du dépistage en face des clubs de danseurs là, en temps normal quand ils sont ouverts. Avec Médecins du Monde, ils arrivent avec leur roulotte, on arrive devant les clubs de danseurs et on fait le lien entre le bar et la clinique mobile. On fait aussi du dépistage dans les salons de massage pour femmes trans en collaboration avec le CIUS. Le centre de soir, c'est un milieu de vie, je vous dirais, puis c'est aussi un milieu qui leur permet de prendre un break de leur situation de vie parce que au programme Travailleurs du sexe, on a décidé d'aller rejoindre les personnes qui sont dans des situations de plus grande précarité au niveau du travail du sexe. Parce qu'on va s'entendre, le travail du sexe, il y en a toutes ses formes. On parle d'escorte, salon de massage, masseurs, ceux qui travaillent sur Internet, les danseurs, tout ça, et ceux qui travaillent aussi dans la rue. Et nous, à Réseau, on se concentre le plus sur les... Excusez-moi, je vais fermer mon téléphone. On se concentre le plus sur les gens en grande précarité, donc ceux qui ont des plus grands besoins. Et ces personnes-là, ils sont contents d'avoir un endroit où ils peuvent se réunir, être entre eux, pouvoir aussi discuter et parler de leur vécu, parce que ces gens-là, ils vont dans d'autres ressources aussi et ils ne sont pas nécessairement à l'aise de parler du travail qu'ils font dans d'autres ressources. Et chez nous, c'est bienvenu, c'est accepté et c'est encouragé. Donc, c'est ça. On offre aussi, en plus du milieu de vie, on offre de la nourriture, que ce soit sur place ou pour apporter. On a les dons de Moisson Montréal et on peut les redistribuer ou en faire des soupers là, directement au local. Ils ont l'accès au téléphone, ils ont l'accès à l'Internet. C'est sûr qu'ils sont accueillis, qu'il y a une écoute, qu'on essaie le plus possible d'être dans le non-jugement et dans l'acceptation de ce que la personne vit. On offre du support, on offre un endroit sécuritaire aussi et dans lequel ils peuvent avoir confiance et aussi qu'il y ait de la bienveillance. Il y a des règlements contre l'homophobie, contre la transphobie, contre le racisme, le sexisme. Et on essaie d'accepter le vécu de chaque personne, malgré que le vécu de chaque personne peut être différent. On offre aussi des ateliers, que ce soit au niveau des droits et responsabilités, au niveau du logement. On offre des ateliers aussi avec une travailleuse du sexe dans lesquels les gens peuvent s'exprimer sur leur vécu au niveau du travail du sexe ou se donner des outils entre eux. Exemple pour les impôts, exemple pour la négociation avec le client, exemple pour le vécu du travailleur du sexe versus sa vie amoureuse ou sa vie affective, personnelle. C'est toutes des choses qui peuvent être abordées. Il y a des activités spéciales qu'on fait à l'occasion aussi, vaccination antigrippale, dépistage hépatite C. On fait des pique-niques à l'extérieur aussi durant la période estivale, etc. D'autres ateliers sont possibles aussi. En travail de rue. En travail de rue, le territoire est principalement le village, mais on peut se déplacer à la grandeur de l'île de Montréal au besoin. Et tout dépendant de l'activité au niveau du travail du sexe, ben, on peut être appelé dans d'autres quartiers de l'île de Montréal. En travail de rue, on fait aussi beaucoup d'accompagnement, que ce soit au niveau de la cour, que ce soit au niveau de l'aide sociale, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau de recherche des logements. On peut accompagner les personnes. On fait de la distribution de matériel de consommation.
de consommation et aussi de relations sexuelles. Donc, on parle de condoms, de lubrifiants, de pipes à crack, de seringues, etc., etc., etc. On fait de la présence aussi dans des lieux où le travail du sexe se fait majoritairement, dont certains motels et certains bars, certains cafés, certains parcs. Excusez-moi, on peut rencontrer aussi des personnes qui font partie du milieu dans lequel on fait le travail de rue principalement. Ce que je veux dire, c'est les commerçants, les résidents, toutes les personnes qui peuvent être en lien avec les travailleurs du sexe, toutes les personnes qui partagent le même territoire que les travailleurs du sexe. Et parfois, on est appelé à faire de la médiation au niveau de la cohabitation pour que les gens puissent, de façon harmonieuse, se partager le territoire. À part de ça, ben, on a aussi un journal qui s'appelle Cowboy urbain. Le Cowboy urbain, c'est un journal favorisant le par et pour et aussi un journal favorisant la prévention. C'est surtout distribué aux travailleurs et travailleuses du sexe, mais aussi dans certains organismes qui reçoivent plus de clientèle TDS. On offre aussi un service en dentisterie en collaboration avec l'Université de Montréal. C'est un service qui est offert aux travailleurs du sexe et aux personnes séropositives ayant un faible revenu et sans assurance dentaire. Ça se passe à l'hôpital Notre-Dame. Le profil socio-démographique de notre population, la moyenne est environ de 26 ans. La majorité, pas tous, là, mais la majorité dans ceux qu'on voit le plus souvent sont polytoxicomanes, sont en rupture avec leur milieu familial ou institutionnel. Donc, le travail de rue nous aide à les amener vers les services des institutions. La majorité viennent des centres jeunesse aussi. Et je vous dirais que la quasi-majorité aussi, le travail du sexe, c'est un choix qu'ils ont fait, un choix personnel. Et qu'importe le pourquoi ils ont fait ce choix-là, ça reste un choix qui est assumé. Je vais vous redire qu'on travaille avec les 18 ans et plus et que c'est pas, on parle pas de traite de personnes ou de personnes en exploitation sexuelle ici. Moi, j'en ai jamais vu depuis que je travaille à Réseau. Souvent, les gens qui sont dans des situations de traite ou d'exploitation sexuelle ne vont pas se rendre à nos services. Bon, l'approche d'intervention, c'est plus au niveau de l'approche humaniste, intervention brève, systémique. On prend en compte toute la réalité de la personne, pas juste un aspect. Et naturellement, on travaille dans la réduction des méfaits. Je voudrais vous rappeler aussi le positionnement de Réseau vis-à-vis le travail du sexe. Réseau prône la décriminalisation du travail du sexe afin de réunir les conditions qui favorisent l'exercice de ce travail, mais de façon plus sécuritaire. L'adaptation par rapport à la COVID-19, c'est sûr que personne ne s'attendait à ça. Donc, les premières semaines, on est resté comme un peu abasourdi et on a gardé seulement le plus essentiel, soit la distribution de moissons qu'on a poursuivi là, en respectant les règles. Après, on a adapté nos locaux pour pouvoir offrir aussi d'autres services. Exemple, comme 2 autres soirs par semaine, au début, on a commencé à donner des plats pour apporter, que les gens pouvaient apporter avec eux.
Par la suite, on a adapté ça quand le temps froid est arrivé. On a commencé à louer une grande salle dans laquelle on pouvait recevoir un certain nombre de personnes pour qu'ils puissent manger à l'intérieur et au chaud. On a aussi, grâce à Médecins du Monde, pu offrir certains dépistages avec la roulotte durant le temps de la pandémie. Et aussi au local, là, parfois, quand l'infirmière pouvait être disponible, on a pu offrir du dépistage au local et dans les salons de massage. On a également, bon, avec l'argent qui est venu pour la COVID, on a également fait des achats de cartes d'épicerie qui ont été remis à chaque personne qui venait à Moisson, et ce, dans le but de pallier au manque de travail que certains travailleurs et travailleuses du sexe pouvaient ressentir durant cette période-là. Il y a eu des cartes d'épicerie, il y a eu des cartes de pharmacie, les cartes d'épicerie se poursuivent et on offre aussi des billets d'autobus aux personnes pour qu'ils puissent se déplacer là, durant le temps de la COVID. Donc, c'est pas mal ça pour l'adaptation des services. Moi, je passerai à la présentation des témoignages. Mais avant la présentation, je voudrais remercier vraiment profondément toutes les personnes qui vont témoigner aujourd'hui. Je pense que c'est quand même un effort et il faut souligner l'apport qu'ils nous apportent parce que c'est vraiment quelque chose d'unique et c'est aussi quelque chose qui nous amène à une réalité que la majorité des gens ne peuvent pas imaginer. Donc, j'inviterai en premier Laurent qui est intervenant à Réseau. Il va nous lire le témoignage qu'une personne nous a livré de façon écrite. Lui, il va nous lire la lettre. Ça va aller mieux avec du son. Donc, c'est ça, veuillez prendre note que c'est pas moi qui ai écrit la lettre, mais c'est bien un de nos participants. Donc, je vais commencer le témoignage. Déjà qu'avant la pandémie, le travail du sexe se portait mal. Avec la crise du COVID-19, le travail du sexe est compromis pour beaucoup de travailleurs et travailleuses. Comme moi, la majorité se retrouve sans aucun revenu, pas même les minimums sociaux. Seule la solidarité permet d'aider celles et ceux que la crise sanitaire précarise encore et davantage. Depuis la mise en place du confinement, je passe mon temps à regarder mon téléphone, dans l'espoir d'un hypothétique message ou appel d'un client qui tarde à se manifester. Je ne travaille plus depuis chez moi, vu l'interdiction de se revoir chez soi. Donc, je fais des out-calls, qu'on appelle. C'est-à-dire que je me déplace chez le client ou à l'hôtel. Mais hélas, ils se font très rares et même les habituels ne se manifestent plus. Tout le monde a peur de la maladie. D'autant plus que nous autres, les travailleurs et travailleuses du sexe, avons cette fausse réputation de ne pas être très regardants sur les mesures de santé et de sécurité. Du temps d'avant le couvre-feu, je sortais vers les coups de minuit, sillonner les rues et les ruelles du village à la recherche des clients en quête de compagnie. J'arrivais toujours à tirer mon épingle du jeu. Je rentrais avec quelques dollars en main, mais depuis l'instauration du couvre-feu, c'est la désolation et la précarité qui se sont installées. Les clients ne veulent pas plus se manifester le jour. Ils ont peur de la lumière. Cette lumière qui dévoile les âmes pudiques et qui réveille une morale hypocrite. Je vis constamment avec le stress, la hantise de ne pas pouvoir payer mon loyer, mes factures et de me retrouver encore une fois à la rue. Et cette fois-ci, peut-être pour la vie. Donc, je sacrifie ma santé au détriment de l'argent.
Il faut dire qu'aucun client ne va accepter de rencontrer un gars avec un couvre-visage et sentir cette odeur de désinfectant qui les fait tous fuir. Je dois avouer que je ne trouve pas de sens à tout ça, puisque nous ne respectons pas la distanciation sociale et que nous avons des rapports intimes. Pour moi, c'est la... Oups, je l'ai échappé, excusez. Bon, je l'ai aussi ici, je vais le finir. Pour moi, c'est la roulette russe. À chaque douleur, à chaque éternuement, je me dis cette fois-ci, c'est la bonne. Je suis malade et là, je suis perdu. Je vis constamment avec la peur dans le ventre, mais ai-je le choix? Malheureusement, mes factures ne se payeront pas d'elles-mêmes. Je garde espoir avec la venue du nouveau vaccin et que les beaux jours reviennent comme avant. Mais encore faut-il que les instances gouvernementaux nous prennent au sérieux et nous vaccinent en premier, parmi les gens qui se retrouvent en première ligne et de la nature de notre travail. Donc, ça se termine comme ça. Merci beaucoup, Laurent. Je cherche mes mots, là, mais ça se termine comme ça, le texte de notre participant. Bonne journée. Merci, Laurent. Puis je remercie la personne aussi qui a écrit la lettre. On va poursuivre avec un témoignage d'une personne qui est sur place à nos bureaux. Donc, j'inviterai Kevin à présenter le témoignant. Salut tout le monde. C'est ça, moi c'est Kevin, je suis travailleur de rue à l'organisme Réseau, comme j'ai dit tantôt. Fait que je vais vous présenter M. X. J'ai quelques questions que je vais lui poser, qui va vous répondre ici présent. M. X. Bonjour. Depuis le début de la pandémie, M. X, comment va votre travail du sexe? Ouais, depuis le début, je vais vous dire que depuis le début, j'ai perdu au moins 80% de mes clients, de revenus, là, vraiment. Là, je ne peux pas dire exactement le pourcentage, mais je vous dirais que ça a été très difficile. Est-ce que ta façon de négocier avec tes clients a changé depuis la pandémie? Absolument. Premièrement, il n'y a plus de clients, il n'y a plus, j'ai aucun repère, j'ai plus aucun repère au tout début, là, en tout cas. Ça m'a pris quelques temps, puis quelques mois, vraiment, à essayer de reprendre le dessus par rapport à la COVID. Est-ce que le couvre-feu t'a affecté ton travail du sexe? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Encore là, c'est encore moins de clients, moins d'activités, surtout par rapport à l'activité sexuelle, qui est beaucoup plus la nuit que le jour, disons-le. Là. Pour le peu de clients qui vous restent, est-ce que la pandémie a comme changé cette clientèle-là? Est-ce que c'est des nouveaux clients? Ou... Les nouveaux clients, je vais vous dire, bien honnêtement, les nouveaux clients, c'est rare. Mais à Montréal, les nouveaux clients, c'est encore plus dur parce que on dirait que c'est les meilleurs clients présentement, là, je vous dirais, c'est à l'extérieur de Montréal. Est-ce que l'accès aux services de santé est devenu plus difficile? Disons que j'ai été chanceux malgré tout, là, parce que j'ai été capable, malgré la pandémie, d'avoir recours à un médecin de famille. Mais oui, ça a été très difficile d'avoir un bon suivi là-dessus. Puis pour toi, la COVID, est-ce que ça te fait peur? Personnellement, ça ne me fait pas peur, mais ce que je trouve le plus triste là-dedans, c'est tous ces gens-là, ces vieilles personnes-là, dans le fin fond, qui ont vécu leur vie, puis qu'ils n'ont pas pris le choix, dans le fond, de s'éteindre là-dessus. T'sais. On a pris comme quasiment la décision que c'était la COVID qui mettait fin à leur vie. Puis pour moi, je trouve ça pas mal triste. Puis jusqu'à présent, selon ton observation, est-ce que tu crois que les pratiques ont changé chez les autres TDS? TDS? Travailleurs du sexe. Là, c'est sûr et certain, mais moi, je peux dire, on va appeler ça mes collègues, là, des amis. Je peux dire, oui, ça a pas mal changé. Pour certains, même, c'est plus difficile. J'ai remarqué que, on ne peut pas décerner la chance qu'on a. Des fois, ça arrive comme ça, mais je vois que c'est beaucoup très, très, très difficile d'essayer de s'en remettre, on va dire, sur le piton, là, genre, se remettre en route. Puis,
Concernant tes besoins de base, est-ce qu'ils se sont comblés depuis le début de la pandémie? Ben, je peux vous dire une chose, je remercie le réseau, qui est l'organisme que j'y suis aujourd'hui, dont toute l'équipe qui est devant l'écran, là, d'avoir été présent vraiment depuis le début. Fait que je vous remercie. On t'aime beaucoup, nous autres aussi. J'ai hâte que le temps d'avant reprenne, puis qu'on soit assis tous là durant ces heures de souper, qu'on se réunisse, que pour certains, qu'on ne savait même pas cuisiner, que c'était comme un rituel d'être là. Fait que merci d'avoir été quand même présent, puis à l'écoute aussi de nos besoins. Merci. Ça nous fait plaisir. Puis comment tu entrevois l'été? Cet été, comment tu entrevois ça? J'espère quand même une amélioration de mon été passé avec une certaine, on peut dire, expérience par rapport à l'année passée, mais je souhaite vraiment qu'il y ait une certaine évolution sans demander. Je ne penserais pas que ça revienne tout de suite comme avant, là, de même, là, à la prochaine été. Je suis conscient qu'il va y avoir un cheminement, tranquillement. Si tu avais un mot à dire, dernière question que je viens d'improviser, si tu avais un mot à dire aux familles des personnes victimes qui ont vécu des agressions ou qui sont décédées par rapport à leur travail du sexe. Oui, ben, premièrement, là, j'ai un mot à dire par rapport à ça. Écoutez votre intuition. Parce que souvent, l'intuition, ça ne ment pas. Fait que toujours en faisant attention à vos arrières, mais moi, je suis quelqu'un qui suit pas mal mon intuition, puis je peux vous dire que c'est payant. Merci beaucoup, M. X. Ça va être tout pour les questions. Ouais, merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est bien apprécié. Yes. Merci. Merci beaucoup à notre témoignant. Merci beaucoup à Kevin. C'est apprécié. Je vous rappelle qu'il va y avoir une période de questions après. Il nous reste un témoignage et on arrive vraiment dans notre temps. Je pense qu'on va pouvoir vous passer les vidéos. Je pense que j'avais peur un petit peu et que j'ai été très rapide au début. Mais je pense qu'on va rentrer dans le temps comme il faut. Donc, je demanderai à Rohan de faire la lecture du dernier témoignage. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. All right. Moi, ce que je trouve intéressant, en fait, avec ce témoignage-là, c'est que c'est quelqu'un dont le travail du sexe, c'est vraiment... en fait, qui a commencé, en fait, à faire du travail du sexe au moment de la pandémie. Fait que je trouve que ça a vraiment comme une autre vision de la chose. Bref. Mon parcours avec le travail du sexe pourrait être qualifié d'un flirt intermittent pendant plusieurs années. Je déménage à Montréal à 19 ans, premier appartement, premier vrai party, premier déboire, premiers véritables échecs et ce qui en découle. Je suis jeune et émerveillé de pouvoir pleinement vivre les premiers balbutiements de mon homosexualité. Du coin où je viens, il y avait environ 3 personnes gays de mon âge, moi y compris. Je commence donc à sortir dans les bars, à me faire payer des verres par des hommes plus âgés, mais pas trop. Je me fais approcher aussi par certains qui veulent plus, qui cherchent à payer pour un peu d'intimité, mais je refuse. Les années passent et les dépenses augmentent. Je me tourne quelquefois vers des annonces intimes, puis vers Seeking Arrangement et ainsi vers mon premier sugar daddy. Un homme sympathique d'Ottawa qui voyage parfois à Montréal pour le travail. On se jase souvent sur Internet, il m'envoie de l'argent et moi quelques photos osées en retour. Il cesse éventuellement de me contacter quelques jours avant ce qui devait être notre première rencontre. Ben coudonc. Arrive le 15 mars 2020, je fais la fête avec les amis et je reçois un courriel de mon employeur qui m'annonce que mon chiffre du lendemain est annulé, ainsi que tous les autres shifts à venir pour une durée indéterminée. On ferme à cause de la COVID. Je paralyse. J'hyperventile à l'idée d'être incapable de soudainement subvenir à mes besoins, perdre mon bel appart. Le pire serait de devoir retourner vivre chez mes parents dans ma petite ville natale, l'horreur. Un ami travailleur du sexe me console, me dit que ça va bien aller. Pourquoi tu ne t'inscris pas sur un site d'escorte comme moi? Ça marche super bien pour moi, puis j'ai aucun doute que tu serais super bon, tu aurais plein de clients. OK, je m'inscris. La frénésie du début de l'épidémie met un frein à plusieurs clients. Je réussis à en avoir quelques-uns en offrant des sessions individuelles sur Skype et en envoyant des photos et vidéos à des hommes peureux, avec raison, de rencontrer quelqu'un en vrai. L'été 2020 arrive, les cas descendent et les hommes se sentent plus aventureux.
Je commence à me déplacer chez des inconnus en m'assurant de toujours envoyer les infos à un ami. Je m'en vais à telle adresse pour X nombre de temps, je te texte quand je pars de là, bye. Rapidement, je commence à avoir des réguliers très agréables, ce qui m'enlève le poids de devoir voir beaucoup de clients et de potentiellement tomber sur quelqu'un avec qui ça pourrait mal tourner. À part un drôle de monsieur qui aimait un peu trop mordre sans me prévenir, je m'en sors indemne. L'hiver revient, les cas augmentent, les hommes ont peur à nouveau. Plus de clients. Je tombe alors heureusement sur quelqu'un d'un peu étrange au premier abord, mais qui a envie d'une relation style Sugar Baby et Daddy, qui offre un alléchant montant visuel correspondant à un nombre d'heures passées en sa compagnie pour le mois. On se voit quelques fois. Bien que je ne sois pas 100% à l'aise, je continue de le voir parce que ça rend mon compte en banque très heureux. Les semaines passent et il devient de plus en plus exigeant pour ne pas dire instable. Suite à un échange texto où il est agressif envers moi, il m'avoue ressentir des sentiments pour moi. Je lui dis que je l'apprécie, mais que le sentiment n'est pas réciproque. Nous décidons de mettre fin à notre entente relativement dans le respect, mis à part les quelques insultes qu'il sort de nulle part envers moi, probablement blessé par le rejet. Ce n'est pas agréable, mais bon, je peux comprendre. Quelques jours passent, puis je me mets à recevoir des textos inquiétants de numéros inconnus. Des gens qui confirment savoir mon adresse. Des gens qui m'écrivent qu'ils vont entrer par la fenêtre de ma chambre pendant que je dors. Des gens qui m'insultent, qui me font des menaces. C'est assez clair pour moi que c'est cet ancien client qui m'harcèle, considérant qu'il est le seul à qui j'ai donné mon adresse depuis que je fais du sex work. Je ne dors pas pendant des jours. Chaque petit bruit dans mon appartement me tétanise. Je dors avec un couteau à côté de mon lit. J'arrête de payer mon inscription au site d'escorte. Je ne vois plus de clients. Ce que je retire surtout de cette pénible aventure, ce n'est pas que le travail du sexe est une chose dangereuse ou même que les clients sont de mauvaises personnes. Ce que je retire, c'est que la prohibition du travail du sexe pousse les travailleuses et travailleurs à devoir accepter de se mettre dans des situations qui compromettent leur sécurité pour pouvoir arriver à vivre de cet emploi. Si le travail du sexe était décriminalisé, j'aurais probablement eu accès à un meilleur filet social et potentiellement à plus d'opportunités pour rencontrer des clients moins dangereux. Malgré les crises d'angoisse et les nuits blanches, après quelques mois, je me sens fin prêt à recommencer. Je suis chanceux. J'ai trouvé un emploi qui paye bien et je recommence à faire du sex work sur le côté pour pouvoir finalement me libérer des grosses dettes. Je m'en sors indemne et je suis chanceux. Personne ne m'a attaqué finalement, personne ne m'a blessé de façon irréparable et j'ai eu le privilège de pouvoir continuer à vivre durant la période où je n'ai pas fait de travail du sexe. Et je sais que c'est une chance que peu ont dans cette industrie, surtout par les temps qui courent. Les travailleuses et travailleurs du sexe sont là pour rester. On mérite la santé et la sécurité d'emploi. On mérite le respect. On mérite de ne pas vivre dans la peur, la violence et l'incertitude. Merci. Je voudrais remercier la personne qui a donné son témoignage et remercier Roanne d'avoir lu son texte. C'est vraiment, je pense que ça décrit un peu la situation dans laquelle les différents travailleurs du sexe peuvent se retrouver en temps de pandémie. Et ça montre aussi toute la résilience qu'ils ont dû développer durant cette période-là.